Sans plus tarder, nos deux invités que je présente à l'instant. Premièrement, Renaud Gagné, qui en 1984 a été embauché à titre de représentant syndical pour les syndicats canadiens des travailleurs du papier, SCTP. C'est l'un des syndicats fondateurs du CEP, maintenant Unifor. En 2007, après un long parcours entre autres dans la négociation, il a été élu au poste de vice-président Québec du CEP et il agit comme responsable du secteur papier et forêt. Bien que son accession à ce poste-là coïncide avec la crise dans l'industrie que l'industrie a connue, Renaud, en fait, s'est taillé une place solide dans l'organisation en mettant de l'avant des solutions innovatrices pour la sauvegarde des emplois et des conditions de travail, notamment dans les régimes de retraite. Il a fait d'innombrables représentations auprès des gouvernements à la défense et à la sauvegarde des droits des travailleuses et des travailleurs forestiers lors de la réforme du régime forestier. Lors de la création du syndicat Unifor, Renaud, lui, a été nommé directeur adjoint responsable, entre autres, du service des régimes de retraite. Puis, depuis mai 2015, a été élu au poste de directeur québécois d'Unifor. Et nous parlera par la suite M. Pierre Arsenault, qui lui, est actuellement coordonnateur du syndicat des métallos pour la région de Montréal, puis ça depuis 2015. Avant cela, il était représentant depuis 2003 au bureau de Montréal et au bureau de Brossard, où il représentait les salariés du secteur de l'acier. Et avant d'être représentant, il a été le président du local 2843 du syndicat des métallos à l'usine de Dominion Bridge, qui aujourd'hui est fermée. Puis, il milite dans le mouvement syndical depuis plus de 30 ans. Donc, sans plus tarder, je vais les inviter à se joindre à nous et à nous faire part de leur initiative. Et je vous demande de les applaudir. Merci. Oui, bonjour tout le monde. J'en ai pas de facile, autant comme dans le secteur des pâtes et papiers. 2008 a été la pire crise. Faire une présentation à 4h30 l'après-midi, c'est pas évident. Donc, je vais essayer de rendre ça quand même intéressant. Écoutez, je vais parler de 4 situations peut-être entendues jusqu'à l'extrême. Donc, Héroux Deftech, qui est une entreprise qui fabrique des trains d'avion. Lors des 3 dernières négociations, la compagnie a demandé, en fait, de créer une clause de disparité. Donc, dans un premier temps, de toucher tout le monde pour terminer le régime à prestations. Naturellement, la situation est plus facile parce qu'il y a une mobilisation plus importante. Puis je pense qu'on l'a dit dans la salle. On a dit, regarde, on regarde toutes les situations possibles, autant de la mobilisation, la situation de la compagnie. Puis on ne déménage pas ça comme une boîte de cracker-jack, une usine de même, là. Ce qu'il faut comprendre, il y a des ingénieurs, des techniciens, de la machinerie, des machinistes. Donc, c'est une situation que j'appelle plus facile. Quand l'employeur a vu qu'il ne venait pas à bout, il a essayé une 3e fois pour les nouveaux. Mais heureusement, la mobilisation était là au rendez-vous pour dire, bien, s'il n'a pas réussi tout le monde ensemble, il va essayer tout seul, puis un jour, il va être capable de nous prendre. Donc, on n'a pas accepté ça, on l'a fait reculer dans tous les cas. Et c'est ce que j'appelle une situation ardue, mais potentiellement plus facile. Le cas Uniboard, bien là, les autres avaient été frappés directement en pleine crise en 2008. Donc, en 2008, la compagnie a réussi à mettre en place dans ces 3 usines du Québec une clause de disparité, en fait, un régime à cotisation pour les nouveaux. Dans ce cas-ci, on a été chanceux, encore une fois. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une situation de faillite en Europe et la compagnie Kaycan, qui est au Québec, devait procéder suite à un appel d'offres très rapidement, contrairement à White Birch, devait faire l'acquisition pour effacer 225 millions de dettes et ramasser les usines pratiquement pour rien. Donc, Kaycan n'a pas eu le temps de cogner à la porte comme White Birch puis dire, bon, bien là, on peut-tu rouvrir la convention, peux-tu faire ci, peux-tu faire ça? Donc, il y avait besoin d'une paix sociale parce que c'était à peu près 75 millions qu'ils devaient mettre dans les usines au Québec pour les questions environnementales, les émissions de gaz, parce que c'est des usines de panneaux. Qu'est-ce qu'on a fait? L'entreprise m'a approché. J'ai dit, une et une seule raison qu'on va s'asseoir. Dans un premier temps, les 3 usines doivent être à la même table simultanément au même moment. Et deuxièmement, il faut régler les clauses de disparité.
Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a un régime équivalent avec le régime à financement salarial de les autres qui sont dans un PD. Donc, tous les jeunes qui avaient été embauchés depuis 2008, qui avaient un 4-4 dans une cotisation déterminée, ont aujourd'hui le même régime en termes de valeur équivalente. Donc, ça a été un gain important. Je veux juste rappeler que dans les batailles qu'on fait, il faut rappeler le dossier Chambord, pour ceux qui s'en rappellent. En 2004, ces gens-là ont fait 13 mois de grève. Le régime à financement salarial n'existait pas. On a réglé il y avait un régime PD, la compagnie voulait le terminer, et on a réglé par un régime syndical à l'époque qu'on appelait. Avec SAI, on a réussi à mettre ça en place, là. Mais ça n'a pas toujours été facile dans le secteur, mais on a quand même réussi. Le cas suivant, bien, vous connaissez pas mal l'Abitibi, qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde la photo qu'on avait, 9 000 retraités au Québec, 5 000 emplois directs de menacés en cas de faillite, 1,3 milliard de déficit, la solvabilité est entre 60 et 69 %, puis on est en pleine crise immobilière et financière mondiale. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, il fallait trouver des solutions, puis on en parlait tantôt, quelqu'un est allé au micro, il faut regarder tous les éléments possibles. Donc, on est allé convaincre nos gens à Bécomo qu'il fallait laisser aller le barrage, même si ça lui donnait une perte financière de 40 pièces la tonne dans les coûts de production, n'ayant plus le barrage. On est allé voir le gouvernement du Québec qui a finalement fait un prêt pour maintenir les opérations. Et on a négocié avec le gouvernement du Québec la mise en place d'un régime à prestations cibles. Donc, ce que ça a permis de faire, c'est au lieu d'avoir une terminaison du régime, on a gardé l'ancien volet pour le passé du PD. Et les gens qui sont encore au travail, on a cessé d'accumuler des crédits dans le volet passé et tout le monde est dans le régime à prestations cibles. Naturellement, ce n'est pas ce qu'on a souhaité à toute l'industrie, mais il y avait 50 % de l'industrie des pâtes et papiers qui était en situation de faillite à ce moment-là. Donc, il fallait trouver des solutions que j'appelle intéressantes parce qu'on a réussi à la fin et aujourd'hui encore, les retraités touchent encore 100 % de leur retraite. White Birch, on avait entendu parler beaucoup dans les médias au niveau régional. Donc, c'est un processus, 2010 se sont mis sur la protection des créanciers. En 2012, une échéance imposée par la Cour, une usine fermée à Québec, un acheteur qui exige, parce que lui, pour acheter, là, il fallait que les régimes des 3 usines du Québec soient terminés. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça si on n'accepte pas? Bien, c'est une situation de faillite imminente, qui a entraîné la terminaison des régimes. De toute façon, la position de l'employeur était inflexible. Donc, les retraités étaient déjà amputés depuis le 1er décembre suite à la transaction, mais la valeur de la solvabilité est à 50 %. Donc, ce qu'on a comme photo, là, c'est couper à peu près 1 000 retraités au Québec à 50 % ou de trouver une solution qui va faire en sorte que peut-être qu'on peut faire mieux. Donc, c'est quoi qu'on a fait? On a dû négocier avec cet employeur-là la terminaison des régimes. On a mis en place le même régime que Abitibi pour le futur. Mais le véhicule pour payer le passé, la compensation, était en fonction du nouveau régime à prestations cibles. Donc aujourd'hui, en raison des allègements, les gens de l'usine de Masson reçoivent 93 % les retraités, ce qu'ils recevaient normalement. Les gens de Rivière-du-Loup, 96 %. Masson, pas Masson, mais Québec, environ 70 %. En passant, le dossier de Québec, toujours pas terminé, parce qu'on a eu une belle poursuite de 200 millions des retraités, disant qu'on n'avait pas fait assez d'efforts pour eux. En 47-2, ils ont perdu, et là, ils nous poursuivent 78 millions sur ce qu'on appelle au niveau de la responsable fiduciaire, comme si on avait mal géré pour eux, là. Donc, on est devant les tribunaux au moment où on se parle. Je ne sais pas comment ça va finir à la fin, mais situation, encore une fois, vraiment pas facile. Ça m'amène à la situation que j'appelle sans issue Brouille-Martineau. Il y en a eu d'autres, là, mais si on regarde Fraser avec Brookfield, qui a fait 850 millions en 2009, on a été confrontés à une retraite. Et nos retraités, on n'a pas pu mettre en place de solution. 35 % de coupure, 55 % pour la valeur. On a quand même réussi à relancer cette usine-là qui était fermée. On a trouvé un acheteur avec le Fonds de solidarité. Heureusement, le Fonds était là pour nous aider. Cette usine-là, aujourd'hui, elle a un grand avenir, mais l'acheteur, à ce moment-là, ne voulait pas racheter la dette du régime de retraite. Donc, malheureusement, nos retraités ont été coupés.
Aujourd'hui, l'usine fonctionne. Mabé, c'est une situation de faillite déguisée. On est toujours devant les tribunaux, mais nos retraités ont été coupés de 22 %. Ça m'amène à la situation de Brault et Martineau. Donc, nos membres ont voté à 97,5 % pour ne pas accepter le régime à 2 vitesses. Mais je le répète, dans ce cas-ci, un entrepôt puis 2 lifts, c'est facile à déménager. Contrairement à une usine où il y a des millions d'investissements à déplacer, on ne déplace pas ça comme une boîte de céréales, là. Mais dans ce cas-ci, Brault-Martineau, les gens y ont fait le travail. On était 30 jours en lock-out jusqu'à ce que l'employeur annonce la fermeture permanente des opérations s'il n'acceptait pas. Pas une situation facile, mais si on avait une loi aujourd'hui qui empêchait ça, on n'aurait pas eu à subir cette menace-là. Donc, ça termine les 4 cas ardus versus extrêmes. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Peut-être avant de commencer, je vais juste revenir sur, un petit peu sur la conclusion de M. Ranger. Écoutez, moi, généralement, quand l'avocat du boss me dit de mettre mon énergie ailleurs, je me méfie un petit peu. Généralement, c'est parce que je pense que j'ai ma bonne place. En ce qui concerne les clauses orphelins au syndicat des métallos, il y a plein de choses que je dois dire qui a déjà été dit, là, mais enfin, peut-être à rentrer peut-être plus dans des détails pointus de la négociation. Au syndicat des métallos, les batteuses, ce qu'on a décidé de faire, c'est de les faire. Pour les clauses orphelins, la seule façon qu'on va passer au travers, c'est de faire les batailles. Bien sûr, on en gagne, bien sûr, on en perd. Depuis 2005, au syndicat des métallos, plusieurs conflits ont éclaté pour sauver les régimes de retraite à prestations déterminées. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est Québec Quartier Mining, aujourd'hui ArcelorMittal. En 2005, c'est 1300 travailleurs de Port-Cartier et de Fermont qui ont fait la grève pour conserver et même améliorer leur régime de retraite. La solution de compromis qui a été trouvée à ce moment-là, c'est de maintenir le régime à prestations déterminé pour tous les salariés et d'offrir aux nouveaux, après un certain temps, ceux qui le désirent, la possibilité d'adhérer à un régime à cotisation déterminée. Mais pas n'importe comment. En fait, après un certain temps à l'emploi, l'employeur et le syndicat rencontrent les salariés séparément pour leur expliquer les avantages et les inconvénients de chaque régime de retraite, pour que le salarié soit en mesure de faire un choix. Ce type de clause-là a été négocié à plusieurs reprises en grande entreprise, entre autres lors des 2 dernières négociations chez ArcelorMittal à Longueuil et à Contrecœur-Est. Savez-vous quoi? Le syndicat a fait sa job. À partir du moment où le syndicat fait sa job, qu'on explique bien les avantages d'un régime à prestations déterminées, c'est quasi la totalité des salariés qui choisissent le régime à prestations. C'est un compromis qui peut fonctionner si on fait notre job. En 2007, Québec Fer et Titane, ils fêtent d'ailleurs aujourd'hui leur 10e anniversaire de conflit. Ils ont eu un conflit à Havre-Saint-Pierre, qui est maintenant Rio Tinto. Après 9 semaines de grève où l'employeur exigeait un régime à cotisation déterminée, pour les nouveaux, une clause similaire a été négociée pour mettre fin au conflit. Dans ce conflit-là, le cri de ralliement des grévistes, c'était « il ne faut pas céder à notre PD ». Là aussi, c'est presque 100 % des nouveaux qui adhèrent au régime à prestations déterminées. C'est une solution, je vous le dis, qui peut fonctionner à condition que le syndicat localement, puis avec l'aide de nos techniques, fasse la job, parce qu'on pense que les gens bien informés, généralement, ils vont être en mesure de prendre les bonnes décisions. En 2014, chez Schneider Electric à Brossard, l'employeur voulait instaurer une clause orpheline, c'est-à-dire maintenir un régime à prestations pour les anciens. Dans ce dossier-là, les salariés n'ont pas été en grève, mais ont tiré des négociations jusqu'en conciliation et ont toujours refusé d'avoir 2 régimes. Pour régler la négociation, la solution trouvée a été le RFS, la FTQ, pour tous les salariés. En fait, avec l'aide d'un actuaire, le syndicat a réussi à démontrer à l'employeur que sa proposition n'était pas plus avantageuse que celle du syndicat. En empêchant les nouveaux embauchés d'adhérer au régime à prestations, le coût du régime augmentait constamment en raison de l'âge et de l'ancienneté des participants. Dans ce cas-là, précisément, le régime à financement salarial de la FTQ a permis, en 5 ans, avec un coût semblable, de conserver le même niveau de rente.
Surtout, ce qui est important, c'est qu'avec cette solution-là, les jeunes, les vieux, les anciens et les nouveaux ont tous le même régime de retraite. En décembre 2015, les 200 travailleurs de chez Bradken à Montjoly ont ratifié une convention élective où ils ont fait reculer l'employeur qui voulait un régime à 2 vitesses. Pour y arriver, les travailleurs se sont mobilisés 1 an et demi avant la négociation de différentes façons, comme des autocollants, des rencontres dans les cantines avec les travailleurs pour expliquer les avantages de leur régime à prestations. Quand ils sont arrivés à la table de négociation, leur mandat était de ne pas discuter d'un nouveau régime de retraite, un peu comme la personne l'a demandé tantôt. C'est ce qu'il y avait comme mandat. On ne discute même pas d'un régime de retraite. L'employeur a reculé avant que le syndicat, à partir du moment où le syndicat s'apprêtait à quitter la table. En février 2016, c'est 1800 travailleurs d'ArcelorMittal à Contrecoeur-Est, dans les bureaux et à l'usine de Longueuil, qui ont fait reculer la multinationale sur des demandes de clauses orphelines. Chaque unité en négociation commune ont été chercher des mandats de grève qui dépassaient 95 %. Pendant plusieurs semaines, il affichait un slogan qui disait « C'est le devoir de chaque métallo de laisser en héritage plus que ce qu'il a reçu ». C'est là aussi une mobilisation qui a duré plusieurs mois avant la négociation. Plus récemment, nous avons eu au syndicat des métallos 3 conflits importants pour résister aux clauses orphelins. Le dossier de la cimenterie Lafarge-Holcim à Saint-Constant, 3 mois de grève pour ne pas avoir de régime de retraite. 3 mois de grève où les travailleurs se sont privés de salaire à moins 30 au mois de février pour des personnes qui ne le connaissent pas, qui ne sont pas encore embauchées. Dès le début de la négociation, la position du comité de négociation était claire. Il n'y aura pas de régime de retraite. Si on se sacrifie, c'est tout le monde qui va se sacrifier. Il y avait 2 principes qui les motivaient. Premièrement, l'injustice des clauses orphelins. Et deuxièmement, comment le syndicat va survivre avec 2 classes de travailleurs. Les leaders syndicaux étaient assez jeunes et ils ne se voyaient pas devoir justifier ça à leurs futurs membres. Ils voyaient ça comme un boulet à traîner pendant des dizaines d'années. Après 3 mois de grève, avec une petite contribution au régime, les salariés ont conservé presque intact le régime de retraite à prestations déterminées. De façon inconditionnelle, les nouveaux vont en bénéficier. Quelques semaines après le règlement chez Lafarge, ce sont les travailleurs de Resco à Grenville sur la Rouge qui déclenchaient une grève pour la même raison. Eux faisaient face à des menaces de fermeture et l'employeur voulait, encore une fois, mettre fin au régime à prestations pour les nouveaux. Dans leur cas, ça a pris 4 mois pour avoir un règlement, pour éviter la fermeture et maintenir un seul régime, le même pour tout le monde. Lors du conflit chez Lafarge et dans le cadre d'une manifestation pour demander la modification de la loi des normes afin d'y inclure les régimes de retraite et d'assurance comme des clauses discriminatoires. D'ailleurs, dans cette manifestation-là, on était avec les gens de Brou et Martineau qui, eux aussi, à ce moment-là, étaient également en conflit. Les métallos ont fait faire une grande banderole dénonçant les clauses orphelins. Cette banderole s'est retrouvée sur la ligne de piquetage de Lafarge et ensuite sur la ligne de piquetage de Resco. Il y a quelques semaines, les ex-grévistes de Lafarge et ceux de Resco sont allés ensemble porter la bannière et passer le flambeau aux travailleurs de chez Samuel et Fils, qui, eux, sont en grève depuis le 4 février 2017, encore une fois pour lutter contre des clauses orphelins. Ces travailleurs-là ont déjà goûté à la médecine des clauses orphelins il y a plusieurs années. Ils avaient accepté une clause discriminatoire au niveau des salaires, qui depuis a été corrigée. Ils ne veulent pas revivre ce climat malsain une deuxième fois avec les régimes de retraite. Nous, au syndicat de métallos, on pense que ceux qui veulent mener la bataille peuvent réussir à le faire, à faire reculer l'employeur, qu'il soit une multinationale ou qu'il soit un petit employeur. Comme je vous disais plus tôt, on ne peut pas toutes les gagner. Il y en a quelques-unes qu'on a perdues et ça crée des impacts importants dans nos sections locales. Comment créer une solidarité entre les travailleurs d'une négociation à l'autre quand une partie des membres a l'impression d'avoir été sacrifiés par les plus anciens, qui, eux, partent avec une meilleure retraite que les plus jeunes peuvent espérer. Cette situation est gérable tant que les plus anciens sont majoritaires dans l'usine. Mais après ça, c'est autre chose. Puis on commence à les vivre, ces situations-là. Cette situation-là qu'on va devoir faire face prochainement avec les travailleurs d'Infasco à Marieville. En 2005, le groupe Ivaco
s'est mis sur la protection de la loi de la faillite. Pour éviter la faillite, l'employeur a imposé 2 échelles de salaire et 2 régimes de retraite. La proposition pour éviter la faillite a été acceptée par les tribunaux. Les travailleurs n'ont pas tellement eu le choix d'accepter. Par la suite, la double échelle de salaire se sont avérées illégales, mais les 2 régimes de retraite ont continué de s'appliquer. En mai 2018, lors de la prochaine négociation, ça va être la première fois que les salariés avec le moins bon régime de retraite vont être majoritaires. La section locale a déjà commencé à sensibiliser ses membres pour éviter que ceux-ci se déchirent à la prochaine négo sur la question des régimes de retraite. C'est évident que les moins anciens ne voudront pas se battre pour l'intérêt des plus anciens. Les seuls qui peuvent profiter de ces divisions-là, ce sont les employeurs. Avec le temps, c'est le régime minoritaire qui risque de disparaître, parfois avant même que tous les participants qui ont atteint l'âge de la retraite. Dans ces cas-là, la promesse à l'embauche d'une bonne retraite est rompue, et ce, même pour ceux qu'on pensait sauver à la retraite. Les plus anciens, ça risque d'être tout à fait inutile, ces clauses-là, si la majorité des gens ne se rendent pas à la retraite. Des victoires, on en a eu, et souvent dans nos victoires, il y a 2 éléments qui ressortaient. Soit la mobilisation de nos troupes plusieurs mois avant la négociation. Également, le support des confrères métallos pour soutenir financièrement les confrères en grève. En plus des secours de grève, il y a un réflexe de solidarité qui s'installe quand un groupe est en conflit. Plusieurs sections locales envoient des dons aux sections locales en grève et de plus en plus souvent, ils votent des montants récurrents pour les supporter. Il n'est pas rare de voir des syndicats prélever auprès de leurs membres 2, 5, 10 $ par paye pour la durée d'un conflit. Je pense aussi que la campagne qu'on mène sur les clauses orphelins avec la FTQ, c'est noble comme campagne et qu'en redoublant d'efforts, on a des bonnes chances de réussir à faire modifier la loi des normes. D'autant plus que tous les partis politiques au Québec se disent favorables. Il faudrait bien qu'ils tiennent parole et nous aident. Ce n'est pas normal que des travailleurs se retrouvent dans la rue pour obliger un gouvernement à faire cesser la discrimination en milieu de travail. Quand c'est des nouveaux embauchés qui ont des moins bonnes conditions de travail des plus anciens, il ne faut pas se leurrer, c'est des jeunes. C'est des jeunes qu'on engage généralement. C'est rarement des personnes qui ont un âge très avancé, puis c'est les jeunes qu'on pénalise. Puis les jeunes qu'on pénalise, c'est la génération Y, c'est nos enfants. C'est la première génération, en fait, qui va voir leur niveau de vie inférieur à la génération qui les précède. L'été dernier, lors du Sommet des peuples, à Montréal, plusieurs locaux qui ont fait ces luttes-là, les luttes que je vous ai présentées, ont participé aux ateliers sur les clauses orphelins. On a fait plusieurs conférences de presse organisées avec la FTQ, ainsi qu'avec le Comité des jeunes métallos. Moi, je vous dis, il faut continuer à lutter, il faut s'assurer que les générations futures n'aient pas moins que la génération qui les précède. Merci.